Et si dormir avec votre bébé n'était pas dangereux, mais en fait c'était profondément instinctif, sécurisant, et en fait même bénéfique. Si le vrai danger c'était en fait de ne pas savoir comment le faire en sécurité. Aujourd'hui on va parler du cododo. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Je pense que c'est une crainte qu'ont beaucoup de parents, parce que dans notre société, on parle beaucoup du co-sleeping, du cododo, comme quelque chose de dangereux, comme quelque chose à risque. Les parents me disent souvent, oui, j'ai un lit de cododo, mais il dormira dans son lit de cododo, il dormira pas avec moi, parce que moi j'ai trop peur. On va parler de ce sujet qui touche beaucoup de familles, mais qui reste encore tellement tabou, parce que le co-sleeping, le cododo, le fait de dormir avec son bébé, ça reste quelque chose de pas encore totalement ancré dans nos pratiques ici en Europe, même s'il y a eu un gros avancement. Je peux vous dire que pour mon plus grand, il y a 15 ans, le cododo, c'était très tabou. Je me rappelle être allée pour un week-end en famille, je me rappelle avoir été avec un lit de bébé dans la chambre, d'avoir monté un lit, d'avoir mis le bazar à l'intérieur pour faire croire que mon bébé avait dormi à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que je savais que c'était mal vu, que je savais que j'allais être jugée, je savais que ça allait pas être bien soutenu et en tout cas bien entendu. Du coup, j'ai préféré mentir et amener ce faux lit. C'était un vrai lit, mais en tout cas un faux lit dans lequel il aurait dormi, plutôt que d'amener à des discussions sur le fait qu'il dormait encore avec nous alors qu'il avait déjà plusieurs mois. En plus de ça, c'était un endroit où c'était un très grand lit, donc on était clairement bien installés pour pouvoir dormir tous ensemble. Le lit était bien plus grand que chez nous, donc c'était bien plus confortable. Mais donc que vous l'ayez déjà fait, ou alors peut-être que vous hésitiez parce que vous êtes enceinte et vous pensez que peut-être que vous allez dormir près de votre bébé, mais que vous vous demandez peut-être comment faire, ou que vous avez peur d'en parler, cet épisode il est là pour mettre de la lumière, de la nuance, mais aussi de la vérité sur cette pratique, je pense aussi ancienne qu'universelle, mais surtout pour vous rassurer, pour vous informer, pour vous aider à faire des choix éclairés. Quand on devient parent, je crois qu'on découvre un monde rempli de règles, d'idées, d'injonctions, de recommandations, parfois contradictoires, de jugements aussi. Et parmi les grandes peurs, il y a celle de si je dors avec mon bébé, est-ce qu'il risque de mourir ? Est-ce que je suis une mauvaise mère ? Est-ce que je suis un mauvais parent ? Beaucoup dorment avec leur bébé. Beaucoup de parents dorment avec leur bébé, mais ils osent pas le dire. Il y a 90% des parents en France qui dorment au moins une fois avec leur bébé pendant les premiers mois. Et pourtant, on nous fait croire que c'est dangereux, que c'est interdit, que c'est irresponsable, et ça culpabilise, ça isole. J'aime rappeler que dans notre société, on a la chance, l'opulence, la possibilité d'avoir des chambres pour les enfants. Parfois même, c'est un critère de choix des maisons, c'est d'avoir autant de chambres que d'enfants. Je dis ça alors que nous, on est en train de terminer des chambres supplémentaires pour nos enfants. Mais dans l'idée, c'est toujours il faut qu'ils aient leur propre espace, leur propre lieu, etc. Et je pense que c'est vrai quand ils grandissent, clairement. Mais tout bébé, c'est pas nécessaire. Les bébés, ils sont tellement mieux quand ils sont proches de leurs parents. Et puis, voilà, c'est vrai qu'en Europe, chez nous, en Belgique, en France, etc., au Canada, puisque vous êtes nombreux aussi à m'écouter au Canada,
C'est vrai que, voilà, on a ce luxe en fait d'avoir des endroits, des pièces dédiées pour les enfants, avec leur propre lit, leur propre espace, etc. Et donc on pense que la norme c'est ça, c'est de poser les bébés dans des lits, dans d'autres chambres que les nôtres. Mais à part dans ces pays développés avec ce luxe d'avoir des chambres supplémentaires, et même si on revient en arrière dans nos pays, mais on partageait des pièces de vie. On avait encore visité une maison dans un musée dans le Lot avec mes enfants qui parlait justement de la vie dans les années, au tout début des années 1900. Et on voyait en fait que il y avait une cuisine avec une grande cheminée, et puis il y avait un espace de vie avec un lit dans lequel ils étaient 3 ou 4 à dormir, et c'était des tout petits lits parce qu'en fait ils dormaient assis. Il y avait un espace un peu comme un placard dans lequel en fait c'était des lits à nouveau pour les enfants, et pareil, très petits espaces. Et c'était tout. Donc on partageait les lits. Et quand on regarde dans d'autres pays, dans d'autres cultures, les enfants dorment toujours auprès de leurs parents, toujours auprès de la mère. Si jamais c'est pas une habitude de dormir en couple avec l'enfant, l'enfant dort au moins avec sa mère. On voit des hamacs dans lesquels dorment les mamans dans certaines tribus ou dans certains pays. On voit aussi, même en dehors de notre mode de fonctionnement de nous, les hommes et les femmes, dans le monde animal, il n'y a aucun petit qui dort loin de sa mère. Il n'y a pas un petit nid à part pour faire dormir le petit, et puis la mère à côté. Même quand la mère pèse plusieurs tonnes, parce que notre plus grande peur, et ce qu'on nous apprend le plus souvent, c'est qu'on risque d'écraser nos bébés. On va se le dire tout de suite, dormir avec son bébé n'est pas dangereux en soi. Ce qui est dangereux, c'est de le faire sans être informé. Ce qui est dangereux, c'est de s'endormir avec le bébé sur soi, dans le fauteuil, dans le canapé, sans l'avoir prévu. Mais un co-sleeping sécurisé, intentionnel, réfléchi, c'est non seulement possible, mais en fait c'est soutenu par des institutions de santé comme la NHS au Royaume-Uni ou l'UNICEF. L'UNICEF qui publie même un guide pour rendre le co-sleeping sûr. Je vous le mettrai en lien dans la description. L'OMS elle-même recommande le fait de partager la chambre avec le bébé. Je pense que c'est une nuance pour dire de ne pas dire qu'une telle grande autorité de santé dirait qu'il faut partager le lit avec les bébés, parce qu'il y a tellement de collèges, de pédiatres, etc. qui s'insurgent contre cette pratique que je pense que ça aurait été difficile de le mettre là. Et pourtant, j'espère en fait que ce sera des voix qui vont s'élever puis qui vont à un moment pouvoir mettre les choses à leur place et dire en fait oui, c'est ok. C'est safe, c'est bon. Et donc l'OMS recommande de partager la chambre avec le bébé au moins pendant les 6 premiers mois, voire la première année. Tout ça pourquoi ? Pour réduire le risque de mort subite du nourrisson. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est ça qui amène les gens à se demander si c'est la bonne pratique de partager le lit avec le bébé, parce qu'ils ont peur de la mort subite du nourrisson et qu'on leur a fait penser que c'était eux qui allaient étouffer leur bébé, qu'ils allaient rouler dessus, qu'ils allaient... voilà. Alors c'est quoi le cododo, le co-sleeping ? Il y a plusieurs définitions. Donc il y a le cododo, c'est dormir dans le même espace ou dans la même pièce avec le bébé. Il y a le partage du lit. Ça c'est vraiment être dans le même lit, avoir le bébé entre les parents par exemple, ou en tout cas il y a des aménagements qui sont possibles pour pouvoir le faire de manière sécuritaire, parce que souvent j'entends aussi des papas qui me disent non mais moi je vais lui rouler dessus c'est sûr, je fais pas attention. Combien de fois est-ce que, de manière inattendue, pas voulue, etc., vous avez, pendant la nuit, roulé sur votre compagnon ou votre compagne ? Combien de fois vous êtes tombé de votre lit parce que vous avez roulé, vous n'avez pas fait attention et vous êtes tombé de votre lit ? On n'est pas aussi, je sais pas moi, déconnecté de notre corps qu'on le pense. Et si on a vraiment des troubles du sommeil, je sais pas moi, des terreurs nocturnes, du somnambulisme, etc., peut-être qu'il faudra questionner la manière où vous pourriez faire du partage de lit, du cododo dans votre lit. Mais en dehors de ces situations-là, peut-être quand même que ça serait bien de remettre du sens et de se rappeler que on n'écrase personne dans notre sommeil. Et ça va être la même chose avec votre bébé, surtout que vous allez développer quand même... un instinct, une manière en fait de vivre le fait de partager le lit avec votre bébé qui va vous mettre comme de la conscience supplémentaire.
Et alors il y a le partage de la pièce, le room sharing, donc le bébé qui est dans la même pièce mais dans son propre lit. Ça peut être dans le lit juste à côté, le lit de cododo, le petit berceau de cododo. Alors, dans les recommandations qui sont faites notamment par l'UNICEF, on explique quand même que les conditions d'un co-sleeping en sécurité, c'est des parents sobres. Ça veut dire que si vous avez fait la fête puis que vous avez bu, peut-être que c'est bien de faire un lit séparé à ce moment-là. Donc c'est bien aussi de préparer un lieu où vous pourriez coucher votre bébé si jamais c'est nécessaire. Je pense au fait que parfois, on se dit juste, ouais, moi je vais faire du cododo, c'est sûr, donc en fait je prévois rien en conséquence. Mais peut-être que justement, pour les fêtes, ou un anniversaire, ou un mariage, ou je ne sais quoi, peut-être que vous aurez bu et que ça serait plus sécuritaire de mettre votre bébé dans son petit berceau plutôt que contre vous. Ou ça peut être si vous allaitez et que vous n'avez pas bu, du coup vous pouvez garder votre bébé, mais peut-être que votre conjoint ou votre conjointe va dormir dans un autre lit pour être en sécurité. Ça c'est ok. C'est mieux aussi de ne pas fumer. Tout simplement parce qu'en fait, de la même manière qu'on dit qu'il ne faut pas fumer dans la chambre du bébé, qu'il ne faut pas, quand on donne les recommandations pour la prévention de la mort subite du nourrisson, on explique qu'il ne faut pas fumer dans les espaces de vie du bébé, parce que tout ce qui est nocif, les particules nocives, restent dans l'environnement et peuvent atteindre le bébé. Si vous êtes fumeur, la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des particules finalement sur vous. C'est pour ça que j'invite vraiment les fumeurs qui ont un bébé, par exemple, à porter toujours une veste particulière quand ils vont fumer à l'extérieur, de la quitter quand ils rentrent dans la maison, et de se laver les mains, de se laver le visage après, pour justement ne pas avoir toutes ces particules sur les mains, sur le visage, parce que vous imaginez, vous venez de fumer, puis vous allez embrasser votre bébé. Alors je suis désolée pour ceux que ça atteint parce qu'ils n'y avaient pas pensé, mais réfléchissez-y à l'importance de ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que c'est quand même mieux de ne pas fumer, de ne pas être épuisé, clairement. Le manque de sommeil, c'est une des premières formes de torture qu'on peut imposer à quelqu'un. Et le fait d'avoir un bébé, parfois ça peut amener à des situations où ce qui est le plus difficile, le plus tangible, c'est le sommeil. On dit que s'il y a moins de 4 heures de sommeil sur 24 heures, c'est une vraie privation de sommeil. Et si c'est dans la durée, là, vous risquez d'avoir peut-être un sommeil beaucoup plus difficile, des réactions qui peuvent être plus brusques, etc. Et là aussi, on vous conseille vraiment de peut-être de poser le bébé dans son berceau à part, plutôt que de partager le lit avec le bébé. Parfois, la limite, c'est aussi la limite du parent. Je veux dire, en fait, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, le cododo, ça va faciliter en fait l'endormissement, ça va faciliter la vie familiale la nuit, parce que en fait, surtout si vous allaitez, les hormones sont là pour vous aider, vous faites de l'allaitement endormi finalement, parce que la plupart du temps, la maman se tourne, donne le sein, le bébé tète, tout le monde se rendort, et c'est très bien comme ça. D'accord? Mais si jamais c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué, que le bébé pleure énormément, que vous êtes privé de sommeil, peut-être qu'il faut se questionner sur qu'est-ce qui ne va pas chez le bébé, parce que clairement c'est pas normal qu'un bébé hurle et pleure autant et ne vous laisse pas dormir. Pas oublier non plus que dormir ce n'est pas que la nuit, et avoir des temps de repos réels, la journée, au petit matin, etc. Faire appel aux parents, aux coparents ou aux gens autour de vous, votre village si vous êtes seul, pour pouvoir vous aider à avoir quand même un temps de repos suffisant pour pouvoir fonctionner. Quand même la moindre des choses. Donc, ce qui aide vraiment, l'allaitement. Pour de vrai, on peut cododoter avec un bébé qui est au biberon, mais ça va fonctionner différemment. Un bébé qui est allaité, il va beaucoup se tourner vers sa mère. Et je peux vous dire que 3 ans après, c'est encore vrai chez nous. C'est-à-dire que si je ne suis pas dans le lit, Claude va dormir du côté de son père. Si je rentre dans le lit, elle va instinctivement se tourner vers moi et se coller à moi, etc. Parce que je pense qu'on sent le lait, on sent la maman, etc. et que ça fonctionne énormément comme ça. Alors on cododote pas réellement à plein temps, mais régulièrement elle vient dans notre lit. Donc ça c'est aussi une manière de se dire, les choses parfois elles se font étape par étape, petit à petit. Puis des fois, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, elle dort toute la nuit dans son lit. Et puis parfois, elle a besoin de réassurance, alors elle revient dans notre lit. C'est ok. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est ok. On a appris avec notre 5e, comme avec notre 4e, comme avec notre 3e, comme voilà. On a appris, en fait, que chaque chose prend son temps et il n'y a aucun autre de nos enfants qui vient encore partager le lit avec nous. C'est que
il y a parfois besoin juste de prendre son temps. Donc le bébé allaité, il va être allongé à la hauteur du sein, sans couverture ni oreiller près de lui, avec sa petite gigoteuse, etc. Et il va pouvoir sereinement être au sein et aider sa mère aussi à se rendormir, parce que quand vous allaitez, en fait vous avez des hormones qui vous aident à retomber dans le sommeil, donc ça c'est cadeau. Alors on demande d'avoir un matelas ferme, un lit qui est dégagé, une température qui est modérée. Alors le matelas ferme, si jamais, il y a un petit tips qui fonctionne bien, que j'ai vu sur les réseaux sociaux et que je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Si on a un lit un petit peu trop mou, on peut mettre en fait un tapis de yoga, vous savez, un tapis de sol là, sous le drap, pour justement rendre la partie où il va y avoir le bébé plus ferme. Petit tips comme ça que je vous donne, comme ça. Et alors, évidemment, comme je vous le disais, pas de cododo sur le canapé, sur le fauteuil. C'est pour ça aussi que quand les femmes allaitent, mais qu'elles décident de ne pas faire de cododo, parce qu'il y a beaucoup d'injonctions sociétales autour du cododo. Il y a beaucoup d'injonctions sociétales autour du lit parental, et notamment du lit conjugal, avec l'idée que le lit c'est pour les parents et que pour les parents, parce que notamment, ils font l'amour dedans. D'accord? Et donc du coup on pense qu'il faut éloigner les enfants justement pour qu'on garde le lit pour le sexe en fait, tout simplement. Sauf que quand il y a cette injonction qui est mise, celle qui va le plus devoir manager les choses vis-à-vis du sommeil du bébé et de son allaitement, ça va être la maman. En général, on a prévu un petit fauteuil à bascule si jamais, pour pouvoir allaiter le bébé pendant la nuit et pouvoir le reposer dans son lit. C'est très beau sur papier, très beau sur Instagram et compagnie, mais dans la réalité, ça met une pression énorme et ça ajoute beaucoup de fatigue. Et ça augmente finalement le risque d'incident, parce que cette maman, au milieu de la nuit, qui allaite son bébé, avec ses hormones qui sont là pour l'aider à se rendormir, etc. Et puis le fait d'être réveillée régulièrement, de devoir attendre que le bébé s'endorme profondément pour pouvoir le reposer, etc. Il y a beaucoup plus de risques qu'elle s'endorme dans le fauteuil avec son bébé, et que du coup, on est une situation où le bébé ferait une chute depuis le fauteuil. Donc ça, c'est vraiment à réfléchir, à penser et à changer peut-être sa vision par rapport à comment est censé se passer les nuits tout simplement, et la charge que ça représente pour les parents. Alors, juste pour revenir sur le sujet du sexe dans le lit conjugal, en fait, il y a tellement moyen de faire l'amour ailleurs que dans son lit, clairement. Peut-être aussi à d'autres moments que le moment où on va se coucher avec le bébé, clairement. Je pense qu'on peut être beaucoup plus imaginatif, puis surtout se rappeler que dans les mois qui arrivent après la naissance du bébé, voire les années même, en tout cas tout simplement le fait d'avoir un bébé, de devenir parent, va changer votre sexualité. Et c'est une réalité peut-être un peu crue, mais c'est bon de se le rappeler, qu'en fait ça n'a rien à voir avec le fait de partager le lit avec le bébé. Ça n'empêche pas de faire l'amour, puisque moi j'ai eu 5 enfants et j'ai cododoté avec tous mes enfants. Donc en tout cas, on est capable de refaire l'amour pour avoir des bébés, mais même en dehors. Donc ce que je veux rappeler, c'est juste, on peut faire du camping sexe ailleurs, et puis ce n'est pas que dans le lit que ça se passe, et pas forcément au moment où le bébé est là, etc. etc. Donc c'est vraiment important juste de se rappeler ça. Alors, en quoi est-ce que c'est bénéfique de dormir avec son enfant ? Je vous l'ai dit, déjà, premièrement, ça favorise l'allaitement maternel, vraiment. Les réveils sont plus faciles. La maman, en fait, elle a une capacité à s'éveiller de manière vraiment rapide, instinctive, quel que soit le moment de son cycle de sommeil, au moment où le bébé va demander. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va entendre des petits bruits, elle va ouvrir un œil, elle va regarder le bébé. Peut-être que juste le bébé fait des petits bruits, elle va se rendormir presque instantanément. Presque le bébé commence à mettre ses mains en bouche et prêt à téter, hop, elle va se tourner, elle va mettre le bébé, il va téter et ils vont se rendormir tous les deux. Ça, c'est la magie de l'allaitement. Allaiter en demi-sommeil, etc. et puis se rendormir facilement. Ça veut dire aussi qu'il va y avoir peut-être plus de tétés la nuit. Et en fait, la nuit, il y a un taux de prolactine plus élevé à un moment donné, vers 2-3 heures du matin, comme ça. Donc ça aide aussi à maintenir la lactation, à avoir une lactation beaucoup plus fluide, beaucoup plus abondante, etc. Rien que du fait d'avoir ces tétés la nuit. On imagine tout le temps que le Graal, c'est que le bébé fasse sa nuit. Mais pas du tout. Et alors, pour ce qui est de la prévention de la mort subite du nourrisson, en fait, l'allaitement, c'est aussi une très grosse prévention, parce que justement, le fait que le bébé se réveille
régulièrement fait qu'il va s'endormir moins profondément. La mort subite du nourrisson, c'est quoi? C'est des bébés qui s'endorment tellement profondément qu'ils en oublient de respirer. Quand on partage le lit, quand on partage la chambre avec le bébé, on fait du bruit, on respire, on bouge, etc. Donc le bébé dort moins profondément. Et donc ça, c'est un motif de prévention. Ça régule le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Et puis ça va l'aider au niveau de la régulation de sa température, le fait de partager le lit avec les parents. Il y a des études qui ont été menées là-dessus, sur les unités kangourous, des endroits où, pour les petits prématurés, on a pu faire des études vraiment sur comment est-ce que ça a aidé le bébé d'être en contact peau à peau avec le parent. C'est la même chose en fait aussi avec le cododo, tout simplement parce que le fait d'être en proximité, un bébé par exemple qui chauffe, le mettre en peau à peau contre son parent, ça va l'aider à réguler sa température dans l'autre sens aussi. On pense toujours au peau à peau pour des bébés qui ont froid, mais ça peut aussi aider pour des bébés qui ont de la température. Là, le fait de faire du cododo, moi je le dis souvent, en fait, je suis une feignante. Le fait que mes bébés dorment à côté de moi, ça m'aide, moi, à avoir un sommeil meilleur, à avoir un sommeil plus réparateur et à pouvoir tenir dans la durée. C'est pas en fait une contrainte supplémentaire, c'est une aide supplémentaire. Le fait de ne pas avoir à se lever, à allaiter, à rendormir, etc. Ça va vraiment aider. On sait aussi que le fait de partager le lit avec le bébé, ou en tout cas de faire du cododo, que ce soit avec le partage de la chambre, etc., il va y avoir un lien d'attachement renforcé. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une sécrétion d'ocytocine plus grande, un impact aussi sur le fait d'avoir le bébé, moi je dis souvent, le rayon de soleil du matin, le bébé qui se réveille avec des petits bruits, des petits gazouillis, qui vous sourit, qui vous regarde. C'est des moments où, c'est tellement précieux. Et j'aime quand même rappeler que même si ça dure plusieurs mois, votre histoire d'allaitement, j'aime rappeler quand même que même si ça dure plusieurs mois, votre histoire de cododo, quelle que soit la forme, en partageant ou non le lit, en ayant un lit à côté, etc., ça va être éphémère. Ça va pas durer ad vitam aeternam. Et c'est pour ça que c'est bon aussi d'en profiter et de se dire à quel point c'est une chance d'avoir ce bébé qui vous caresse la joue pour vous réveiller, qui s'enfouit contre vous parce que il a envie de téter, etc. C'est un cadeau. Et c'est beau. Personnellement, je partage le lit avec mes tout petits, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir le bébé contre soi, prêt à téter, etc. Et en fait, moi, j'avais un lit bébé dont on avait enlevé un côté qui était collé à mon lit, donc un grand lit finalement, beaucoup plus grand qu'un simple lit de cododo. Et petit à petit, je reculais en fait, et je mettais le bébé dans le lit à côté de moi. Et ça me permettait aussi, comme j'avais ce grand espace, de pouvoir aller moi en partie dans le lit pour allaiter. Et puis ensuite, quand le bébé dormait, de pouvoir me retirer, je mettais le coussin d'allaitement entre moi et le bébé, et je pouvais me retourner et dormir de tout mon soul. Ça, je le faisais effectivement au bout de quelques semaines, quelques mois, en fonction des enfants. Ça change aussi, en fonction des besoins des bébés. Tous les bébés ne réagissent pas de la même manière. Et alors, ça va avoir un effet aussi sur le rapport de sécurité émotionnelle, affective du bébé. Le bébé, parfois, la nuit, il s'éveille il fait des petits micro-réveils, juste pour vérifier que le parent est bien là, et puis il se rendort. Et ça, en fait, si il est dans un autre espace, dans un autre lieu, c'est parfois beaucoup plus difficile. Moi, je me rappelle, notre plus grand, Michel, on a fait du cododo avec lui jusqu'à à peu près 13 mois. Et puis, on a fait du partage de chambre, donc il a eu son lit à lui dans notre chambre, un petit lit d'enfant. Et des fois, quand il se réveillait la nuit, il suffisait de lui dire « tout va bien, on est là », et hop, il reposait sa tête et il se rendormait. Donc parfois, c'est juste ça, c'est juste « ok, je suis pas seule », parce qu'en fait, dans nos gènes, dans nos tripes, dans ce qu'on est, dans notre génétique, on est toujours des hommes de Cro-Magnon. Et nos bébés sont vraiment des petits mammifères, ça c'est clair et net. Il y a tout un livre d'ailleurs sur le sujet de Michel Audin qui parle du bébé comme un mammifère. Mais le bébé, il n'a pas de filtre culturel, il n'a pas, il connaît pas les gadgets, les choses qu'on essaye parfois de mettre en place pour les bébés. Par contre, instinctivement, le bébé il a besoin de se sentir en sécurité, entouré avec des gens qui sont là pour prendre soin de lui, pour pas être seul, parce que archaïquement, le bébé seul, il meurt.
Le bébé seul, il va y avoir un tigre aux dents de sabre qui va l'attraper et qui va le manger. Enfin, voilà. Donc instinctivement, le bébé, tout son être appelle à être contre ses parents, en sécurité, à être rassuré, à se rendre compte qu'il n'est pas seul. Donc le fait de partager le lit avec le bébé, ça va aider énormément dans cette phase de réassurance, de réadaptation, et d'aider le bébé justement à juste se sentir en sécurité émotionnelle, physique, affective. Et l'autonomie dans tout ça, parce que évidemment, quand on parle de cododo, les gens ils disent « oui, mais après, moi, il va plus jamais vouloir me quitter, ça va être compliqué ». Je crois que les parents qui passent le cap de, par exemple, la chambre familiale, où j'ai déjà entendu ça, des parents qui mettent que des matelas au sol, tout le monde dort là, puis en fait, c'est ok. Peut-être que c'est aussi pour se faciliter la vie, puis c'est pas complètement fou en fait de faire ça, et peut-être que ça facilite vraiment la vie de cette famille. Ça me fait penser que le lit au sol peut être une solution safe quand l'enfant grandit et que vous avez peur que il roule et puis qu'il tombe de votre lit. Alors normalement, si vous l'avez mis entre vous, ça va. Si vous avez mis un lit collé à votre lit, normalement ça va aussi. Mais moi, personnellement, je pense quand même Rose et Catherine qui à un moment ou un autre sont tombées de mon lit. Alors je ne parle pas de la culpabilité du parent qui se rend compte qu'il a posé le bébé sur le lit, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai posé le bébé, puis un autre m'a appelé, j'ai été répondre aux besoins, et entre-temps l'enfant a roulé boulet et puis est tombé. Alors ça peut être très grave, hein. Alors eux ils sont tout mous et ils se laissent tomber, c'était évidemment pas des nouveau-nés. Une fois juste la réassurance de tout aller bien, et si jamais ça vous rassure, si jamais vous avez quelque chose de cet ordre-là, vous pouvez toujours aller consulter, mais rappelez-vous qu'ils sont vraiment tout mous et qu'eux n'essayent pas de se retenir, donc en fait ils sont moins mal que nous. Mais évidemment, je vous conseillerais jamais de laisser tomber votre bébé de votre lit. Juste vous rappeler qu'il y a potentiellement moins de risques. Ça va dépendre de comment il tombe, évidemment. Donc toujours être attentif, etc. Il y a plein de parents qui ont à un moment ou un autre vécu une chute d'un lit, d'une table allongée, enfin voilà. Évidemment qu'il faut être attentif et peut-être qu'il faut encore plus sécuriser. Et au final, moi, ce que je finissais par faire, c'était plutôt de laisser mes bébés au sol plutôt que de les laisser sur mon lit. Si ça avait une chose qui m'avait appris, c'était ça. Parce que j'avais soi-disant sécurisé avec des oreillers, mais le bébé avait tourné et avait changé de position, et voilà. Donc de la même manière que j'ai viré ma table à langer, j'ai géré les choses différemment. Si je dois poser mon bébé, je le pose au sol, parce qu'il tombera pas plus bas. Voilà. Mais donc pour le cododo, parfois ça va être de changer la disposition du lit. Moi je dis souvent aussi, les parents qui ont une toute petite chambre où il n'y a pas possibilité de mettre un lit de cododo à côté de leur lit, je dis en fait tu pourrais peut-être juste changer le sens de ton lit et mettre une partie de ton lit contre le mur, puis de rouler un essuie contre le mur et entre le mur et le lit pour éviter qu'il y ait cet espace dans lequel le bébé pourrait se coincer, basculer, etc. Et donc du coup, la maman se met de ce côté-là, du côté où il y a le mur. Comme ça, le bébé ne peut pas aller plus loin que le mur, et tout le monde est plus en sécurité. Voilà, des petits tips comme ça. J'avais entendu aussi parler d'une maman qui me disait, moi-même quand je vais dans un Airbnb ou dans un hôtel, si j'en ai la possibilité, j'enlève le matelas, je le mets au sol et on dort au sol. Au moins comme ça on est safe. Elle dit la seule fois on n'a pas pu le faire parce que le lit était accroché au mur, parce que sinon elle aurait juste tourné le lit par exemple, elle l'aurait mis sur le côté et elle aurait mis le matelas au sol, mais elle dit là le mur était accroché, le lit était accroché au mur et elle pouvait pas mettre le matelas par terre parce qu'il n'y avait pas l'espace suffisant. Et elle dit il a roulé, il est tombé sur la table de nuit et manque de bol en plus il s'est ouvert un peu l'arcade, donc du coup des points de suture, etc. Elle dit oh là là, la seule fois où je me dis je peux pas me mettre en sécurité comme j'aime l'être, conséquence. Voilà. Mais bon, après, je vous parle de ça, des chutes, etc., des petits bobos. Dans la vie de parents, vous allez en rencontrer, clairement, à un moment ou un autre. Un enfant qui va se cogner, qui va se faire mal, qui va se blesser, ça peut arriver. Évidemment, c'est pas ce qu'on vous souhaite comme ça de prime abord, mais ça peut arriver. Comme je vous disais, le cododo, ça favorise la sécurité intérieure, ça permet aussi un éloignement au bon moment. Petit à petit parfois, avec des allers et des retours, comme je vous disais pour Claude, parce que c'est la réalité, parfois ça va dépendre de sa journée, ça va dépendre de ce qu'elle aura vécu, ça va dépendre, voilà. Pour les bébés, c'est important de savoir que, évidemment, j'ai envie qu'ils ressentent que si jamais ils ont besoin, on est là. Quel parent n'a pas envie de donner cette sécurité-là ? Et c'est pour toute la vie. C'est-à-dire que si je te donne cette sécurité quand t'es tout bébé, et que tu sais que si t'as besoin, je suis là,
Ça veut dire aussi que quand t'es plus grand puis que t'as un problème à l'école ou je ne sais quoi, tu peux revenir vers moi et que je suis là pour toi. Ou que plus tard, tu pars en guindaille avec tes amis, il y en a un qui a trop bu, tu te sens pas en sécurité, tu veux pas rentrer en voiture, et ce que je pousse grandement à faire, eh ben tu sais que tu peux m'appeler et qu'il n'y a pas de problème, je serai là. Donc c'est aussi donner des bonnes bases à nos enfants que de leur rappeler que oui, en fait, on est là pour eux, et que c'est pas une mauvaise chose que de partager ces moments avec eux, puis de leur offrir cette sécurité intérieure. On parle parfois des trainings pour les bébés, pour qu'ils dorment mieux, qu'ils apprennent à dormir seuls, etc. Je crois que chaque chose vient en son temps, puis qu'on peut vraiment se dire, il y a parfois des régressions, parfois des mieux, etc. Et puis, si on en a besoin, on peut encore se faire aider. Rien n'est figé, rien n'est bloqué. Il y a des études qui ont montré que les enfants qui ont dormi près de leurs parents, en fait, ils développent plus d'autonomie émotionnelle et sont souvent plus sociables, notamment à l'école, parce que, en fait, ils ont vécu aussi un moment de sécurité, de proximité avec leurs parents, alors que quand on y réfléchit, peut-être que je m'occupe de toi, je te récupère à la crèche, je m'occupe de toi, je te mets dans ton lit, et le lendemain de matin, je recommence. Finalement, le contact physique, il est assez limité, alors que justement, ce contact peut vraiment, vraiment, vraiment aider les bébés. Et donc, je vous avais parlé un petit peu de cette histoire de couple et de sexualité notamment. Je pense que dormir séparément, temporairement, c'est pas un drame. Et ça doit être effectivement discuté. Moi, au-delà de quelques jours postpartum, on n'a jamais pas dormi ensemble à cause d'un enfant dans notre lit. Mais parce qu'on a choisi d'aménager les choses pour que ce soit confortable pour l'un et pour l'autre. Mais ça peut être une raison pour laquelle on fait un peu chambre à part pendant quelques temps. L'intimité, ça se limite pas ni à la nuit, ni au lit. Et je pense que le couple qui se réinvente, c'est tout à fait sain. C'est pas le co-sleeping qui tue le désir, mais c'est souvent l'épuisement, la charge mentale, le manque de soutien, l'allaitement et les hormones aussi. Parce que la libido, parfois, elle est vraiment dans les chaussettes, rien que pour ça. Et puis souvent, quand le coparent est en proximité avec le bébé, en fait, les hormones changent aussi chez ce coparent. Et ça va amener aussi une libido diminuée chez lui ou chez elle. Ça va vous aider peut-être à être dans la même fréquence et à vivre les choses peut-être à votre rythme au fur et à mesure après ça. Voilà, si vous cododotez avec vos bébés puis vous osez pas le dire, maintenant vous le savez, vous n'êtes pas seul. Si vous voulez le faire en sécurité, je pense que c'est important de bien s'informer, de bien préparer son lit, d'informer son entourage si jamais, par exemple, vous êtes une maman solo et que vous avez besoin d'avoir peut-être des aménagements ou des moments où ça va être plus confortable pour vous. Moi, je connais des grands-parents qui cododotent avec leurs petits-enfants. Une grand-mère notamment qui travaille ici à la maison de naissance qui me disait qu'elle cododote avec ses petits-enfants et que c'est très chouette. Surtout, en fait, ne culpabilisez pas de vouloir répondre à votre instinct, parce qu'instinctivement, les mamans, en tout cas, veulent garder leur tout petit près des yeux, près des oreilles, près du nez, et non pas dans une autre pièce, avec une caméra qui va vous permettre effectivement de voir si le bébé se réveille, mais ça ne va pas remplacer tous les autres sens qui vous permettent de vous assurer que votre bébé va bien. Et surtout, je pense que c'est important d'en parler avec les professionnels qui vous accompagnent pour pouvoir peut-être démystifier des choses, peut-être pouvoir discuter de ça ou cela, et de faire en tout cas les choses en conscience, correctement. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode à une maman qui pense peut-être qu'elle est la seule à dormir avec son bébé, ou alors n'hésitez pas à venir partager aussi vos expériences sur la communauté authentique. Venez discuter justement de votre réalité de cododo, parce que c'est en parlant, en discutant, qu'on aide les autres à mieux vivre leur parentalité. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode de Questionner la sage-femme, et d'ici là, portez-vous bien.